Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée, c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette fois-ci, j'ai reçu à mon micro Timothée Ancio. Timothée est improvisateur et est directeur artistique de la compagnie d'improvisation Les E. Vous avez peut-être vu un ou plusieurs de leurs spectacles, comme Bio, Pilote, Duo DE et maintenant Chaos. Dans cette interview, on a beaucoup parlé d'improvisation évidemment. Timothée m'a parlé de son parcours bien sûr, m'a raconté la manière dont les E construisent un spectacle, de la pédagogie de leur école d'improvisation, l'atelier des impronautes, et de plein d'autres choses que je vous laisse découvrir. J'ai beaucoup rigolé en compagnie de Timothée et j'espère que vous aussi en écoutant cette interview. Alors, bonne écoute! Bonjour Timothée. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Mais je t'en prie, merci à toi de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs ? Bien sûr, je m'appelle Timothée Ancio, j'ai 38 ans et je m'occupe de la direction artistique et je suis comédien au sein d'une compagnie d'improvisation théâtrale qui s'appelle la compagnie d'improvisation E. Bien. Et donc on fait de l'improvisation, on produit des spectacles, on joue des spectacles, on anime des cours et on existe depuis 17-18 ans, depuis 2006. Comment est-ce que tu es tombé dans l'improvisation ? J'ai fait du théâtre tout petit déjà, donc on avait toujours déjà des jeux d'improvisation, surtout quand on est gamin, 5-6 ans, il y avait plein de jeux d'impro en fait. Et c'est après coup que je me suis rendu compte que j'ai eu des super profs de théâtre, 5-6 ans, parce que après, je me suis dit mais j'avais déjà fait ces exercices. Par goût du jeu, je me suis retrouvé après avec plein d'amis, plein de copains à en fait faire des jeux d'improvisation sans m'en rendre compte. J'étais scout, et donc j'ai beaucoup fait des jeux, des animations de veillée, des choses comme ça. Et voilà. Mais sinon, à proprement parler, dans un exercice scénique, c'est à travers mes études. J'étais dans un club de théâtre et j'étais dans le club d'impro. Et là, on a découvert des spectacles d'impro. En l'occurrence, c'était des matchs. Et c'est là que j'ai découvert la logique d'impro. Mais tout en travaillant là-dessus, je me suis dit, mais en fait, je faisais ça dans mes exercices de théâtre. On faisait ça avec des copains. Ouais. Et du coup, tu as fait une école de théâtre ou comment ça s'est passé ? J'ai d'abord fait une école de commerce. Mais après, Rien à voir. Mais après, j'ai fait du théâtre, ouais. J'ai été au cours Florent pendant... j'ai fait le cursus, je suis arrivé en 2e année, et puis c'est il y a 3 ans que j'ai travaillé 2 ans là-bas. Et ensuite, comment tu as décroché tes premiers jobs en tant que comédien ou improvisateur ? Ça allait assez vite, il y avait un peu une petite période où il y avait j'avais 2 métiers, quoi. Mais très vite, je me suis orienté là-dedans. Donc, je travaillais, mon premier boulot, je faisais de la gestion de projet pour une boîte qui faisait du théâtre en entreprise. Je crois que j'étais surdiplômé par rapport au poste. Mais j'avais juste envie de bosser là, quoi. Et donc je bossais avec des artistes et c'était chouette. Et du coup j'ai pris conscience que ça existait, cette logique de théâtre en entreprise. Et à travers aussi le réseau associatif au sein de mon école, on a commencé à faire de l'impro, du théâtre. Je faisais du théâtre aussi dans un club de théâtre de ma ville, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré des personnes qui avaient des logiques de plus en plus professionnelles. Et mon premier cachet, je crois que c'était avec une asso de danse qui organisait un festival, enfin une journée, une soirée, dans laquelle il y avait de la danse et de l'impro. Voilà. Et c'était à Hermont, au Beaune. Oh. Et donc la compagnie Les E s'est créée en 2006. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait ? C'était le club impro d'une autre école de commerce, l'ESSEC. Et ils s'entendaient bien, ils ont eu envie de continuer. Et puis ils ont fondé cette association. Au départ, ça jouait, je crois, ils jouaient une fois par mois dans les caves d'un bar, dans le 19e arrondissement. Ou quelquefois même, il y avait une scène à côté du bar, je me souviens, dans les premiers spectacles, quoi. On faisait des spectacles d'impro, il y avait des poivreaux au bar, qui disaient des conneries, quoi, sans nous regarder. Et moi, je l'ai intégré très vite après 1 an et demi, en 2007, 2008, quelque chose comme ça. Puis en fait, il y a eu plusieurs phases. Disons qu'à un moment, après 2 ou 3 ans, il y avait un groupe de motivés, quoi. Parce qu'après on est étudiant, les gens ont envie de faire des choses, puis il y a des stages de fin d'année, des premières missions, des premiers boulots, etc. Et ça se split, on va dire. Mais on était un groupe de 4-5, assez motivés, on aimait bien ce qu'on faisait. On n'avait pas beaucoup de public, mais on devenait une sorte de bande de potes, quoi. Et on s'amusait bien. Et on a commencé aussi, on est un peu à devenir des geeks de l'impro, quoi. C'est-à-dire aller lire des livres sur le sujet, se rencarder sur dans d'autres pays comment ça se passait. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, le paysage de l'impro en France
était cantonné un petit peu, en tout cas selon nous, à deux types de spectacles, le match d'impro et le cabaret d'impro. Et le cabaret d'impro, selon moi, était juste un dérivé du spectacle. Et quand les gens créaient des spectacles, ils créaient juste un cabaret avec une autre forme. C'est-à-dire, on va s'appeler les déménageurs, donc on ouvre des boîtes, et dans les boîtes, il y a un jeu d'impro. Et puis après, on dit, on s'appelle les farfadets, et donc on ouvre autre chose. Alors je critique un peu. Mais c'était un peu ça, et on s'est rendu compte qu'outre-Atlantique, donc notamment aux États-Unis, il y avait beaucoup d'impro qui étaient joués, et d'autres manières de l'appliquer. Et voilà. Et aussi à travers un autre auteur qui s'appelle Keith Johnston, dont des membres avaient suivi d'ailleurs des stages, et qui a écrit 2 livres, Impro et Impro for Storytellers. Et c'était une logique super. Et donc ça nous a beaucoup plu. Et donc c'est à partir de là qu'on a construit, on va dire, une sorte d'identité, quoi. Et du coup, on jouait des spectacles qui se jouaient pas trop, et voilà. Et on était très fiers de ça, même s'il y avait 20 personnes dans la salle. C'est déjà pas mal. Et justement, donc vous avez créé pas mal de spectacles d'impro avec la compagnie Les E. Comment ça se passe la création d'un spectacle? Puisque quand on se dit c'est de l'improvisation, on se dit tout est improvisé, mais pas du tout. J'imagine qu'il y a une trame, il y a plein de choses. Comment ça marche de créer un spectacle d'impro pour vous? Alors, il y a plein de possibilités. Mais là, on va dire par rapport à les spectacles qu'on crée, ou moi, quand je me mets à en créer un, ça dépend de ce qu'on a envie. Maintenant, imaginons, comme le spectacle KO dont on parlera, imaginons dire j'ai envie de faire un spectacle et j'ai envie qu'on puisse le jouer pendant longtemps. Donc ça passe pour moi par plusieurs... Il y a 3 trucs qui pour moi font que ça va être un bon spectacle. Il faut que je puisse le résumer très rapidement. À la fois un néophyte comme quelqu'un qui est très calé sur le sujet. Mais il faut que mon explication dure une phrase. 2, il faut qu'il soit robuste dans le sens... Il faut qu'il n'y ait pas trop de règles. Parce que si je veux être sûr de pouvoir le jouer 500 fois, il faut qu'il y ait ce rapport à la liberté. En tout cas, pour nous, dans notre compagnie, c'est important. On peut se mettre des cadres, mais il faut que ça reste très libre. Justement pour éviter toute notion de trame. Et puis après, il faut que je m'assure qu'on ait quelque chose à apprendre. Sinon, on va se mouiller. Mais si je suis sûr de ces 3-là, j'ai déjà une bonne idée. Si ça permet ça. Après, on peut décider de créer un spectacle, on se dit que ce sera juste un one-shot, quoi, par exemple. Et là, on a moins besoin de ça. Mais... Et voilà. Et alors après, on pourrait imaginer, là j'y vais, on pourrait se dire qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Enfin, à mes yeux, je vois plusieurs portes d'entrée, et c'est de décider par quelle porte je rentre. Donc on peut se dire, la porte d'entrée, ça va être le format. Est-ce que je veux que ce soit une histoire longue? Est-ce que je veux que ce soit une histoire courte? Est-ce que je veux que ce soit un mix? Est-ce que je veux que ce soit dirigé? Bon. Quelle forme ça va prendre? On peut se dire quel est le contenu impro que je veux travailler. Est-ce que je veux travailler, j'en sais rien, des rapports de conflit, des rapports de pouvoir? Est-ce que je veux travailler un truc où je veux être très précis dans ma manière de jouer? Est-ce que je veux que ça soit très physique? Donc quel outil d'impro, quel outil de théâtre je vais utiliser, quoi. Ou ça pourrait être scénographique. Dire, je sais pas ce qu'on fait, mais c'est très important, il faut qu'il y ait un paravent. Et on va juste jouer avec des paravents. Ou un autre spectacle qu'on a pu jouer en disant, il va se passer dans le noir et on va tout éclairer à la lampe de poche. Donc c'est la première porte d'entrée. Et une fois qu'on commence à tester ça ou à l'imaginer, on peut se dire ok, du coup, je prends cette porte d'entrée, quelle va être la suite? Donc si je reprends par exemple KO, l'une de mes portes d'entrée déjà c'était de dire je vais faire différent d'un autre spectacle qui s'appelle Bio. Donc c'était une histoire longue d'1 heure, je dis bon là il faut pas faire ça. Donc on va faire des histoires courtes. Mais comme j'aimais bien les histoires longues, j'ai dit ok on va faire un mix entre les deux. Donc c'est une première partie, c'est des histoires courtes, et une deuxième partie, c'est une histoire longue qui va reprendre les éléments de la première partie. En fait j'ai ça, je me suis forcé dans cette forme, quoi. Et puis après je dis ok comment on va imaginer la mise en scène ou la scénographie de tout ça. Je sais que si en fait je vais faire en gros j'ai 5 histoires, 4 dans une première partie et une 5e qui reprend les 4, il va falloir que je m'en souvienne des 4 premières. Donc il me faut dans ma scénographie un truc pour pouvoir m'en souvenir. Donc il faut que je me les note, quoi. Donc on a commencé à ériger des panneaux et des modules qui sont tous peints en noir de craie, donc on peut écrire dessus, quoi. Et ça devient notre esthétique en disant on va maintenant s'amuser à rendre ça beau. Mais la première idée c'est quand je vais jouer la deuxième partie, il faut que je me souvienne des histoires. Donc on les note avec un truc qu'on a appelé la super signature, c'est-à-dire je fais un dessin, j'y mets un titre et juste ces 2 éléments font que je m'en souviens. Et là, on peut commencer à soigner l'esthétique en disant, ok, c'est noir, c'est beau, il y a un truc un peu comme ci, il y a un truc un peu comme ça, comment les modules, comment on peut jouer avec, comment on peut utiliser le fait de dessiner en même temps sur scène pour représenter des choses. Et du coup, j'ai ma scénographie, quoi. Et après, sur le contenu impro, par exemple, dire qu'est-ce qu'on veut travailler dans ce spectacle, si je sais que j'ai 2 éléments, et que je vais devoir reprendre en deuxième partie les éléments de la première, il faut que ça soit clair. Donc on va travailler ce que nous on a appelé un mode de jeu. Il faut que dans la première partie, enfin on le travaille en ce moment, je dis pas qu'on y arrive, il faut que dans la première partie, il y ait une couleur très claire.
ce qu'on va appeler un mode de jeu. Donc je sais que c'est une histoire très narrative, c'est la quête d'un détective pour trouver un assassin. C'est très clair, on est dans un genre par exemple. L'autre dire ah ouais c'est muet, il y a quasiment pas de parole. Ça va ça va m'aider à m'en souvenir et comme ça je pourrais mieux les réincorporer. Donc on travaille quelquefois cette logique de mode de jeu. Il y en a en disant ah c'est ce qu'on appelle du small talk par exemple. Small talk ça veut dire on discute, il se passe rien. C'est deux gens sur un banc qui discutent. Voilà. Si vous voulez faire une scène absurde, c'est très bien, c'est deux gens, ils discutent, ils réfléchissent à quel est le poids d'un timbre et si le timbre était plus lourd, est-ce que ce serait plus compliqué de l'envoyer par courrier. J'invente en même temps. Mais on dit qu'on a une couleur, quoi, comme si on avait un nuancier en disant ok j'ai compris à peu près cette couleur. Et comme ça je vais pouvoir mieux la réincorporer. Donc ça on travaille et on évite ce qu'on a appelé maintenant entre nous le fatras. Qu'est-ce que c'est ? C'est une scène, c'est rigolo, c'est sympa, c'est un peu une histoire, c'est un peu du small talk, il se passe des trucs, on fait des blagues, il y a un peu, on cabotine un peu, c'est un peu une logique de parodie, de dérision, mais ça marche. Et on dit mais c'est quoi l'essence de cette scène ? Mais c'était sympa. Donc ça entre nous maintenant on se dit fatra. Voilà. Et ça vous le dites pendant la représentation ? Non. Après ouais. Pendant les répétitions, quand on travaille, justement on travaille ça. Et le travail c'est pas de constituer, quand on fait des répètes, les gens pensent souvent vous prévoyez des trucs. Non. En fait, on se dit, justement, on veut quitter le fatras, donc c'est surtout comment on travaille ensemble, comment on discute ensemble pour qu'on ait, entre guillemets, le même langage, quoi. Donc on pense tous différemment, ça c'est sûr, mais on se dit, on partage un ADN commun, un style commun ou une logique commune et qui fait que quand on se parle ou quand on débriefe la scène, ça va vite et on sait ce qui nous importe, quoi. Voilà. Donc c'est ça, limite, qu'on travaille. Donc là, quelquefois, quand on répète, souvent, on voit qu'il se passe quelque chose, on pourrait, c'est déjà arrivé. Que quelqu'un murmure fatra ou quelqu'un gueule c'est fatra. Ok, on laisse tomber, on recommence et de travailler ça. Et justement chez les j'ai l'impression, alors c'est l'impression que ça donne de l'extérieur, que vous êtes très complices et que ça se ressent sur scène. Est-ce que vous travaillez ça ? Comment est-ce que vous créez cette confiance mutuelle et cette complicité entre vous ? C'est une très bonne question, je sais pas. C'est un peu les deux. Je pense qu'il y a une partie qui se travaille, il y a une partie qui est indicible, qui pourra jamais se travailler. C'est juste le fait d'être ensemble. Donc la complicité, je pense que c'est un rapport qu'on a à l'improvisation qui est de dire à la fois je vais prendre soin de toi, mais je vais quand même te mettre des pots de banane. On avait cette phrase qu'on disait beaucoup en anglais qui disait I got your back, but I'm gonna fuck you up. Je traduis pas. Mais c'est ce rapport-là. Et donc c'est vrai qu'on peut travailler des exercices d'impro où on va appeler ça toute une logique de soutien de mon partenaire. Donc ça va faire comment je fais en sorte que tu te sentes bien sur scène. Je vais valider avec enthousiasme tes idées, je vais être à l'affût de ce que tu proposes pour pouvoir l'attraper assez facilement, je vais essayer de deviner dans quelle énergie, dans quel mode t'es pour justement jouer ça. Et si moi je décide de prendre soin de toi et toi tu prends soin de moi, on croit vraiment que ça va le faire. C'est une phrase qui existe, on a beaucoup de phrases en anglais, quoi, qui s'appelle make your partner look good. Donc fais briller ton partenaire, quoi. Et donc ça c'est un mode auquel on croit beaucoup. Donc enlever la notion trop de performance, moi qui viens faire des blagues, regarder ce personnage que je maîtrise qui est très drôle, même si c'est super, mais c'est un mode de jeu presque individuel, quoi. Et de dire ok, je vais essayer d'aller sur un mode de jeu beaucoup plus collectif. Et après, on sait que quand les gens, ça glisse, tout va bien, etc., c'est sympa de leur mettre des petits challenges. Voilà. Parce qu'on a aussi besoin. Nous. En gros, je viens te mettre dans une zone, je te pousse un peu dans la zone de risque, quoi. Parce que si tout est confortable, on va commencer à s'ennuyer un peu. Et donc, c'est là où on devient un peu taquin. C'est assez fastoche à faire. Il suffit de dire, t'as prévu ça ? On le fait pas. Et voilà. Mais c'est l'idée de le dire avec un sourire taquin. Et de regarder un peu. Il s'agit pas de le mettre dans la merde au moment où il ou elle, au moment où la personne est justement en train d'être hésitante ou hésitant sur scène. Et ça, c'est très subjectif. Quelquefois, c'est ça où on débrief. J'étais pas à l'aise quand t'as fait ça. Ok, pardon. Ou alors, t'étais à l'aise, c'est bon, j'ai besoin de faire ça. Ouais, t'inquiète. Voilà. Et alors, vous jouez en ce moment un nouveau spectacle qui s'appelle Chaos au studio des Champs-Élysées. Est-ce que tu peux nous le pitcher ? Bien sûr, c'est un bon spectacle. Donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est quelque chose qui peut se pitcher rapidement. Donc, c'est ce qu'on dit à l'intro. Chaos, c'est un spectacle. Il y a 2 parties, 4 histoires en une seule. C'est un peu teasing. Mais voilà, c'est ce que je disais. Donc, c'est un spectacle en 2 parties. Une première avec des scènes courtes et une deuxième où on fait une histoire longue dans laquelle on réunit les histoires précédentes au sein d'un même récit. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Chaos. L'idée c'est d'en créer au départ et après de lui donner un sens. Et d'où c'est venu l'idée de ce spectacle ? C'est vraiment parce que vous vouliez faire un truc très différent de Bio, où il y a eu une idée, le fait que ça s'appelle Chaos, que ce soit un peu un concept vertigineux quelque part ?
Je sais plus. Il me semble que c'est moi qui ai eu l'idée. Et je sais plus comment je l'ai eu. Mais je l'ai eu à un moment. Mais c'est vrai que le mode, je sais que le mode c'était de se dire il est temps qu'on fasse un nouveau spectacle, ça fait 10 ans qu'on joue le même. Et l'un des ADN de la troupe c'était ça aussi, de prendre des risques quoi. Et là je dis on commence à devenir des quarantenaires en pantoufles. C'était ce qu'on critiquait au début quoi. Donc on est en train de devenir ce qu'on voulait pas être. Donc changeons. Et l'idée en elle-même, je sais plus, c'est apparu comme ça. Et après pourquoi ça s'appelle Chaos, c'est un peu un hasard et c'est un peu nul, mais c'est rigolo. Enfin on va voir. Je crois qu'au départ je voulais l'appeler Épitaphe, mais je sais pas pourquoi. C'était nul comme idée. Et j'ai dit à mes collègues, non, mais en fait l'idée c'est de créer une sorte de chaos quoi. Et là ils ont fait, ah, mais chaos c'est génial, mais pourquoi? Mais ça finit en haut. Quoi? Bah, notre show d'avant c'était bio, et on a un autre spectacle qui s'appelle Duo, du coup, et on a un autre spectacle qui s'appelle Trio. Donc on a dit Trio, Bio, Duo, Chaos, tous nos spectacles finissent en haut, c'est génial. Donc je pense pas que ce soit marketingement une bonne idée, mais ça a achevé le choix. Et vous avez mis combien de temps à le créer, ce spectacle? Alors dans les têtes, moi un peu de temps, parce que je pense qu'il y a des... quand on a des idées, il faut pouvoir les mettre un petit peu à... il faut les challenger quoi, donc ou en discutant avec les gens. Et j'aime bien aussi moi, comme si je la mettais quelque part dans le coin de mon esprit, au fur et à mesure du temps, j'y repense, et quand j'y repense, je me dis toujours que c'est une bonne idée, ça commence à être bien. Et moi-même, de me faire l'avocat du diable en disant mais ça c'est pas bien, et de voir si j'ai quelque chose qui apparaît. Et après la pratique en elle-même, ça dépend. Mais là sur KO, on a 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. 4-5 mois. Pas tous les jours, hein, mais 4-5 mois. Et après, il y a un moment où tout s'accélère, comme dans plein de spectacles. Quand la date arrive, on se rend compte qu'on n'est pas prêt, donc on rajoute du temps de travail. Et puis là, il y a un autre temps de travail qui se fait. Parce qu'on sait qu'avec KO, on progresse, il évolue le spectacle, c'est normal. Et je pense que l'année prochaine, il n'aura pas la même couleur que là. Et déjà là, il a même une autre couleur qu'au premier. Donc on tente des choses et on évolue quoi. Donc et c'est aussi son intérêt. Et est-ce que tu dirais que c'est votre spectacle le plus osé, parce que quand même 4 histoires complètement différentes qu'il faut lier à la fin, est-ce que c'est pas un peu un pari fou quelque part? Ouais, si peut-être. Après on a fait c'est osé parce qu'on avait un spectacle qui roulait très bien. Après est-ce que la proposition artistique est la plus osée? Non, parce que quelquefois on fait des one-shots. Et on a déjà fait un one-shot où on faisait un crossover entre un film gore et un film pour enfants, on était habillés en carotte avec 12 litres de sang, et là je me dis, bah là c'est osé quand même. Et c'est vrai que c'était osé, je pourrais pas dire que les gens vont adorer. Mais c'était le public, c'était pas mièvre. Donc il y a une partie qu'on adorait, une partie qu'on veut. Mais c'est très rigolo en fait. Donc quelquefois quand on sait qu'on joue le spectacle il va être joué 1, 2 ou 3 fois, on peut avoir des propositions quelquefois plus osées. Là il y a quand même une logique il faut populaire entre guillemets, dans le sens il faut que tout le monde puisse venir. Il faut que ça puisse rassembler un addict de Télérama qui va regarder l'improvisation et qui va se dire oh, mais c'est impressionnant, il y a une distanciation brechtienne qui est bien réglée, le temps du spectateur est lié au temps du drame, etc. Et il casse le 4e mur avec joie. Et en même temps quelqu'un qui est jamais venu au théâtre, qui se dit je suis pas sûr que ce soit fait pour moi, et qui dit en fait c'est cool. Et je pense que la discipline de l'impro permet ça facilement. Et du coup de réunir justement à la fois des classes sociales différentes. Et du coup je pense qu'il y a cette idée grand public, donc on peut venir, je crois que dès qu'on a 8 ans on peut venir. Je pense même dans notre style on n'est pas spécifiquement graveleux. On fuit justement l'humour facile de la violence ou du cul, pardon du sexe. Donc il y a cette logique de vouloir être grand public entre guillemets. Donc entre guillemets j'ai envie de dire proposer quelque chose avec une proposition artistique qui a une intelligence et qui en même temps est accessible à tous. Parce que je pense que c'est une erreur de faire des spectacles qui excluent des gens. Et quand j'entends exclusion, je pense à l'élément culturel on va dire. Donc je peux voir des spectacles dans des brillants théâtres qui jouent une brillante pièce de Molière, mais moi je connais donc je vais pouvoir l'apprécier, mais je sais que si quelqu'un n'y est pas, déjà la langue, il faut savoir un peu. Quelquefois c'est plus pratique même de connaître l'histoire pour pouvoir en apprécier les éléments, et si les gens n'ont pas été préparés à ça, ça va être plus compliqué d'apprécier. Et cette préparation, je pense en fait c'est juste un bagage culturel qu'il faut choper, et si on l'a pas chopé, oui, on peut faire croire à des gens que c'est pas fait pour eux. Donc, c'est pas bien, à mes yeux. Voilà. Mais justement, en parlant de culture, est-ce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de culture générale quand on est improvisateur? Non, on n'a pas besoin. Alors j'avoue qu'à quoi nous on le fait un peu, mais je crois que c'est parce que ça nous amuse. Mais non, pas du tout, parce que de toutes les manières, si je vais jouer un chirurgien, personne s'attend à ce que j'ai une thèse en chirurgie, ou je sois docteur.
Donc je vais dire les 3-4 mots que je connais là-dessus. Et j'ai pas besoin d'en connaître, j'ai pas besoin d'en connaître. Et quelquefois j'ai même pas besoin de faire une parodie, je peux dire sérieusement, bon on va essayer d'être un vrai médecin, et dire bon très bien, on va ouvrir le corps là, hein, et donnez-moi l'outil nécessaire. Et donc vous pouvez déjà juste essayer, le public va rire de ça, parce qu'il voit que j'essaye, mais il s'attend pas à ce que j'y arrive. Si j'avais écrit une pièce de théâtre sur la chirurgie, là il pourrait me critiquer en me disant il aurait quand même pu se renseigner sur le sujet. Là je demande un métier, on me dit chirurgien, j'y vais, et puis je vais tenter quelque chose. On va faire une laparotomie, c'est bon, tout le monde sait ce que c'est, allez, on fait une laparotomie, bon on ouvre le cœur, c'est parti. Comment il pousse? Il est à 22. Bon, ça devrait aller. Et on voit qu'on joue avec ça. Donc on n'a pas besoin d'avoir une culture spécifique là-dessus. Mais je pense que ça vaut le coup quand on l'apprend d'essayer d'être compétent. De jouer les personnages, même si on n'y arrive pas, d'être compétent. Au pire, on n'y arrive pas, c'est pas grave, c'est ça qui créera de la comédie. Mais il y a un danger à vouloir jouer des personnages incompétents. C'est plus difficile. Et en parlant de personnages, est-ce qu'on n'a pas tendance aussi à se mettre dans des personnages qu'on a l'habitude de faire ou qu'on aime bien faire quand on est sur un spectacle comme ça? Quel que soit le spectacle, je pense que ça nous arrive. Quand on joue de l'impro, il y a des personnages qui existent. Les personnages qu'on aime bien, voilà, je sais pas, on les a travaillés, ou ils correspondent à quelque chose, à notre voix, à notre plastique, ou des choses comme ça. Les personnages refuges, quand je suis tendu, je vais là-dedans. Ou peu de personnages. Donc ça dépend des styles d'individus et des modes de jeu, quoi. Donc c'est vrai, et quelquefois, on le fait sans s'en rendre compte. Je pense que ça arrive beaucoup. C'est pas je choisis de faire ce personnage, mais il arrive comme ça, et voilà, savoir d'où ça vient, inconsciemment, il y a peut-être une espèce de logique comme ça qui arrive, mais il n'y a pas de... Ça arrive, on se fait rattraper par quelque chose, et on joue comme ci ou comme ça. Et c'est vrai que quelquefois, plus on fait, le corps se souvient, donc il va générer quelquefois des habitudes, naturellement, quoi. Et toi, t'es un personnage fétiche? Non. Non, je joue pas trop les personnages. Enfin, ils sont souvent comme ça. Donc je sais que c'est plutôt... Je vais d'abord changer ma voix, et après, en général... Je vais changer ma voix, ça va changer mon corps. Et c'est comme ça que déjà un personnage se crée. Mais je préfère le créer, on va dire, chez moi, hein, un peu organiquement. C'est-à-dire j'ai des éléments qui me font réagir. Et à partir de là, j'imagine que je vois ce personnage. J'essaie de pas avoir une idée fixe en tête. Je dis pas que c'est une mauvaise idée d'avoir une idée fixe en tête. Hein. Je vois les gens qui jouent, disent ok, je veux jouer un petit vieux. Et ils jouent un petit vieux, ils le font super bien, etc. Moi, c'est plus, tiens, j'ai l'impression que je suis un peu baissé. Je vais continuer, je vais un peu amplifier ça. Ouais. Mais c'est plus facile pour moi sinon de changer. Je change un peu ma voix et je vais voir où ça me donne, où ça m'amène, quoi. Donc ça va plutôt ressembler à... Ah, oula, ok, je vais faire ça. Bonjour monsieur. Et du coup j'imagine que corporellement il est ratatiné sur lui-même, il fait bon très bien, je suis votre chef, hein. Et voilà, on va s'amuser avec ça. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? Non. Alors on avait cette phrase qu'on se disait beaucoup, je suis plus avec le temps, on l'a un peu enlevé. Même si l'esprit est toujours là. Non, je crois on se tape dans nos mains et on dit bon spectacle. Ah oui, bah c'est rapide comme rituel. C'est assez rapide. Alors il y en a qui... Non, on s'échauffe pas. Par contre, on se retrouve longtemps avant, 1h30 à l'avance. Pour préparer un petit peu... si on a une scénographie, donc là il faut installer les modules, nettoyer les tableaux, on a aussi des costumes qu'on met et tout. Donc il y a un peu... le rituel, c'est déjà passer du temps ensemble. Et après, en fonction des énergies de la journée qu'on a passée, de ce qui se passe, on va sentir est-ce qu'il y a un truc de cohésion qui est nécessaire ou qui se fait naturellement, ou alors des gens sont là mais ont plutôt envie d'être un peu dans leur bulle. Mais il y a en fait, le rituel, c'est d'être ensemble, quoi. Et après, il y a déjà quelquefois, on sent une espèce d'énergie de déconne qui est déjà en train de se créer, où on commence déjà un peu à jouer, et en fait, ça se fait comme ça. Mais c'est vrai que je demande toujours aux gens de venir, quoi. Il ne s'agit pas de venir 20 minutes avant, même si on met 5 minutes pour s'habiller. Et venons 1h30 avant. Quelquefois 1 heure. Quelquefois 3 quarts d'heure. Quelquefois 10 minutes. Non, ça, 10 minutes, non. Alors avec Léo, vous avez aussi monté une école d'improvisation qui s'appelle l'Atelier des Impronautes. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça s'appelle l'Atelier des Impronautes et on fait de l'impro. Waouh. Et oui, très vite, je pense qu'on a été plein au sein de la compagnie à vouloir transmettre. Parce que je pense qu'on avait une philosophie, on disait on a une philosophie, il y a un truc. Alors on l'a pas créé dans le sens où on s'est inspiré d'éléments qui existaient déjà, et ça nous semblait important de le transmettre. Et donc très vite on a créé des ateliers d'impro à destination au début d'amateurs. Donc le soir, quoi, comme on fait, je sais pas, du judo, de la photo, des trucs comme ça. Et ça s'est développé, donc on a maintenant 8 ateliers le soir, et on a aussi créé des ateliers d'impro à destination des comédiens. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que dans les écoles de théâtre, c'est pas beaucoup travaillé, et pourtant ça nous semble assez important.
Donc parenthèse, je fais une critique. Je ne comprends pas pourquoi dans les écoles de théâtre on ne travaille pas l'improvisation. Je vois des conservatoires nationaux qui font de l'escrime, qui font du judo, du jujitsu, ils font du chant d'opéra. Et je me dis mais d'accord, mais pourquoi pas, mais pas d'impro. Je sais pas, il doit y avoir un truc. Donc alors, ça nous avantage parce que du coup on se retrouve avec pas mal de comédiens qui sont venus voir les spectacles et se disent c'est quand même pratique. En fait c'est pratique parce que c'est une corde à un arc en plus. C'est aussi pratique dans la vie d'un comédien ou d'une comédienne parce que dès que vous faites des castings, en fait, vous allez pouvoir utiliser ça quand même. Il y a une demande de flexibilité qui est là. Vous recevez un texte la veille. En général, dans plein de castings, ça dépend. Hein, il peut être très, le texte est très important. Ou alors, en fait, non, il l'est pas. De toute manière, c'est même pas une scène du scénario. Donc, le rapport à la flexibilité et à l'attitude de tout de suite produire quelque chose, ce qui est toujours quelque chose qu'on travaille en impro, est hyper important. Vous avez plein de créations de théâtre qui passent. On appelle ça de l'écriture sur plateau, où en fait, il y a juste des idées. On a besoin de voir un peu comment les comédiens évoluent à travers cette idée et tout d'un coup ça s'écrit en live. Et donc pour tout ça, c'est des super outils. Mais donc on a créé ça avec des logiques pédagogiques différentes, quoi. Mais on a, on va dire, un ADN commun que je dirais, on va essayer de discerner une notion de l'attitude et la technique. Et quand tu dis logique pédagogique différente, c'est si c'est amateur ou pro ? Un petit peu, il y a une petite différence, ouais. Et c'est vraiment très très différent de donner des cours à des amateurs que de donner des cours à des comédiens pros ? Non, c'est une petite différence. C'est-à-dire que pour un comédien, techniquement, il vient, c'est plus pour... s'il vient prendre un cours, il vient rajouter une ligne à son CV, en fait. Donc c'est quelque chose... c'est pour améliorer son projet professionnel. Donc il y a un rapport à la motivation qui est légèrement différent. Et puis nous, quand on demande à des comédiens de venir dans nos ateliers, il y a des trucs, des acquis qu'on demande d'avoir. Parce que je suis pas spécifiquement prof de théâtre, donc je me dis, si j'ai quelqu'un qui est comédien, je m'attends à ce que naturellement il sache se positionner sur scène, il sait déjà parler fort. Si je lui demande d'incarner de jouer une émotion, en fait il sait le jouer avec différents degrés d'intensité, parce que c'est un travail de comédien qu'il a dû faire dans ses classes ou qu'il a réussi à le faire s'il a pas fait de classe, quoi. Alors qu'un amateur, je vais pas lui demander ça, je dis je comprends, si ça se trouve il l'a pas eu, donc quelquefois s'il parle vraiment pas fort, je dis juste pousse la voix, quoi. Mais on peut faire des exercices ou passer du temps là-dessus, légèrement, quoi. Comment on se place, comment on incarne quelques émotions, ce genre d'éléments-là, quoi. Et là, en général, avec les pros, je me dis, a priori, je devrais pas passer par là. Surtout que je suis pas un pro de ça. Je sais le faire à des débutants pour donner juste des prises de conscience et des éléments, on va dire, pour qu'on ait un début de scène, quoi. Mais sinon, non, il faut que les gens aient refaire leur classe, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'apporte en tant que comédien de donner des cours ? C'est super. Ça m'apporte de l'argent déjà. C'est pas important. Et toutes les personnes qui vous disent que c'est pas vrai sont des menteurs et des menteuses. Et surtout, en fait, au début, il y avait beaucoup, encore maintenant, mais vraiment très fortement au début, il y a un truc magique dans l'apprentissage d'une discipline où je passe par 3 étapes, je vais dire. Il y en a une qui est j'apprends, donc nous-mêmes on a suivi des stages à travers différents accompagnantes, professeurs. Et ensuite on a vu ces exercices, on les a pratiqués, donc il y a l'apprentissage, la pratique, la transmission. Et si vous arrivez à faire ça un peu en même temps, c'est sûr que la discipline, vous allez l'attraper, quoi. Et ça, à mon sens, je suis pas un pro, mais ça marche pour tout. C'est-à-dire que même la cuisine, quoi. Vous dites j'ai envie d'apprendre une recette, vous avez quelqu'un qui vous apprend comment on fait la recette, vous le voyez, après vous vous démerdez vous-même et vous y arrivez tant bien que mal, mais après 3-4 essais, c'est bon. Et puis quand vous allez l'apprendre à quelqu'un d'autre, vous allez finir d'enraciner le savoir, quoi. Et ça va aussi vous dire, je dis ça, c'est marrant, je dis que ça c'est important. Est-ce que naturellement vous allez le prendre, est-ce que je le fais seulement dans ma pratique ? Quelquefois ça crée des petites distorsions en disant mais je peux quand même pas dire ça à mes élèves alors que je le fais pas. Donc du coup c'est un renvoi naturel qui dit ok, il est temps que je le fasse en fait. Et du coup vous en apprenez aussi sur vous, sur votre rapport à la discipline. Vous dites c'est marrant que j'utilise ces mots-là sont importants. Donc ça c'est super. Et puis c'est aussi un autre un rapport ça nous aide à travailler la discipline, quoi, à comprendre comment ça marche, qu'est-ce qui est important, suivre un groupe, il y a toujours quelque chose de fantastique, quoi. Et on voit des gens qui se développent, c'est un mot moche, qui évoluent, toujours moche. Qui grandissent. Voilà, c'est mieux, ouais. Qui poussent. mais il y a quelque chose de super, ouais. Et je pense aussi il y a un truc un peu magique où à un moment, c'est eux qui m'apprennent quelque chose. Et toi aussi, tu continues de te former ? Très peu. Je vous ai dit tout ça, mais en fait, je fais plus. Mais parce que j'ai besoin de plus d'argent. Je l'ai fait, j'essaie de le faire régulièrement.
Là, ça fait longtemps que je l'ai plus fait, mais ça nous arrive. Par exemple, c'était déjà il y a 2 ans, on a fait venir un scénariste, donc qui connaissait rien à l'impro, mais c'est pour toute la compagnie. On a fait venir un scénariste pour nous apprendre comment lui il voyait le scénario. Mais on s'est dit, on va apprendre ça, comment ça marche, et puis on va trouver des liens avec nous ce qu'on fait. Et qu'est-ce que ça t'apporte l'improvisation au quotidien? De l'argent. Vraiment, c'est très. Bon, bah, très ok. similaire. Parfait. C'est mon métier. C'est un bon message pour nos auditeurs. Qu'est-ce que ça m'apporte, l'improvisation, par rapport à. De manière générale, quoi? Ouais. Non, vraiment de l'argent. Non, il y a un plaisir d'être sur scène, quoi. Donc, ça, c'est juste. Il y a, comme je pense plein de comédiens et comédiennes te le diront, il y a un truc assez magique à être sur scène, quoi. Dans le rapport à l'impro, il y a un truc, je sais pas pourquoi, que j'aime bien, qui est un peu de l'escroquerie, quoi. Je me dis, franchement, les gens viennent nous voir et payent des places pour qu'on fasse des histoires de gamins, quoi. C'est exactement la même chose que quand tu vois des gamins jouer qui disent, c'est toi le pirate, d'accord. Moi j'aurai une jambe de bois, allez c'est parti. Et je dis, on fait la même chose un peu structurée. Donc ça c'est très jouissif. Mais je dirais que c'est l'activité scénique de comédien. Ouais, il y a un truc monté sur scène, et il y a un truc magique dans l'impro où je monte sur scène, je sais pas ce qui va se passer, quoi. Aujourd'hui, je pense, j'en fais vraiment depuis une quinzaine d'années. J'ai beaucoup fait de théâtre avant, j'en fais quasiment plus. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais plus peur de monter sur scène au théâtre qu'en impro. Ah, c'est vrai. Bah ouais, parce que je sais le texte et je me dis, qu'est-ce qui se passe si je rate? Et là, je me dis pas ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe si je rate? Je sais même pas ce qui va se passer. Donc ça sert à rien de penser à un truc. Et donc je suis un peu plus comme ça, qui fait que ma tension est pas la même. Donc si je dois jouer un truc, je fais, ah là, je vais rater, là je me souviens plus comment ça marche. Et voilà. Et est-ce que tu as une anecdote de scène particulièrement marquante à nous raconter? Ah si, il y a celle-là, c'était il y a longtemps d'ailleurs, mais il y a eu une coupure d'électricité. Donc on joue un spectacle, il y a eu une coupure d'électricité. Bouf, tout passe au noir. Et vraiment tout, quoi. Et je crois qu'il y a des services qui s'allument, donc groupe de secours, quoi. Et tout le monde sent qu'il y a une espèce de problème. Le régisseur le dit haut et fort, là, coupure d'électricité. Et donc on continue quand même de jouer, et je vois un de mes collègues qui fait comme un clin d'œil, quoi, j'arrive à discerner, il speed vers les loges, et il s'avérait que par rapport à notre spectacle, on avait des lampes de poche. Et donc, des grosses lampes de poche, hein, des lampes de poche qui peuvent choper des gens dans le noir comme ça à 60 mètres, quoi. Et il les amène, et tout d'un coup, on monte les lampes de poche, et on commence à jouer. Et puis à un moment, encore un mot du régisseur, il fait, oh, il est là pour 5-10 minutes, mais c'est bon. Ça a un peu cassé la magie, mais les gens étaient préparés à ce qui se passe. Et là, il y a eu un truc un peu magique, quoi. C'est que, ouais, on improvise, tout d'un coup, schlac, quand on a allumé la lampe de poche, les gens ont eu un waouh. C'est comme si c'était prévu, quoi. Et on a orienté l'histoire un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était quelqu'un qui était souvent dans sa bulle, le personnage principal. Et tout d'un coup, le fait de mettre les lumières, c'était une métaphore de ça, quoi. C'était un moment où il était dans sa bulle. Et donc, même quand les lumières sont revenues, on a gardé cette idée-là. Donc, souvent, il y avait des noirs et on a remis la lampe de poche. Donc c'est revenu, et tout d'un coup il y a des trucs assez dingues avec l'impro, dire il y a une erreur, il y a un imprévu, on s'en sert, et tout d'un coup hop, ça devient une idée créative. Une fois il y avait un téléphone portable sur scène, donc c'était un petit théâtre, il y avait une prise électrique, il y a des rideaux, hein, mais le gars a dû soulever le rideau, il a vu une prise électrique, alors il a branché son chargeur et il a mis son téléphone. Et nous on est sur scène, un spectateur, ouais, on est vraiment très proche, c'est un petit théâtre, on était dans un autre théâtre, hein. On est très proche du premier rang, quoi. Et on voit un téléphone portable qui est branché, quoi. Donc on se saisit du téléphone portable. Allez savoir pourquoi il n'y avait pas de code. Donc on est clairement dans le téléphone portable du gars, et on a pris plein de photos. Et donc voilà, on trouvait ça très rigolo. Mais on n'a pas eu de message de la personne. Bah il l'a cherché quand même. Hein. C'est clair. Et du coup, donc avec les E, vous avez pas mal de spectacles à l'affiche en ce moment. Mais ouais. Est-ce que tu as de prochains projets dans le tuyau dont tu voudrais nous parler? Eh bien, il y a ce spectacle qui est dans les tuyaux, justement, qui s'appelle Fiat Lux. Donc, soit il n'est pas en haut. C'est un spectacle qui se passe tout dans le noir, et on a justement tout est éclairé à lampe de poche. C'est une ambiance assez immersive, un peu sombre, puisque c'est post-apocalyptique. C'est-à-dire on improvise un monde où il y a très peu d'habitants sur Terre, quoi. Et c'est une succession de scènes dans cet univers-là, mais il y a, on va dire, une esthétique, c'est assez joli. Il y a une sorte de machine à brouillard, et les lampes de poche, ça crée des faisceaux lumineux, et on a travaillé un peu complètement, on a travaillé cette logique-là où on est à la fois improvisateur et technicien, entre guillemets. C'est nous qui faisons la lumière. Et ça, c'est dans les bacs. On aimerait trouver des manières de jouer, donc essentiellement, on a trouvé des subventions pour le rendre possible, quoi. Ça a l'air cool, en tout cas, ça donne. Ouais, c'est super cool. Bah, merci Timothée. Je t'en prie. On peut te retrouver en ce moment, entre autres, sur KO, au studio des Champs-Élysées jusqu'à fin juin. Ouais. Allez-y parce que vous allez bien rigoler. Merci. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cette interview.
Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie, parce que ça la rend plus jolie. Bye bye.